Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Expresso de Rassemblimo. On est mardi matin, il est 9h et je suis super content de vous retrouver comme tous les mardis matins. Ce que je vous propose, comme à l'accoutumée, c'est de nous faire un petit coucou en commentaire pour nous indiquer que tout fonctionne bien, que vous êtes bien avec nous ce matin, comme tous les mardis matins. Ce que je vous propose également, mais je vais vous le répéter encore le temps que vous vous connectiez, c'est de bien penser, voilà, les premières personnes sont en train d'arriver, c'est de bien penser à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour que je puisse afficher votre nom et votre photo de profil. Par exemple, ici, j'ai Facebook User. Et donc, quand j'affiche à l'écran Facebook User, je ne sais pas à qui je m'adresse. Alors, je peux regarder sur mon téléphone, vous me direz. Mais ce serait cool qu'on puisse savoir. Il s'agit donc de Fanny. Fanny, salut, d'abord coucou, Fanny qui est en Normandie. Fanny, voilà, pense bien à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif du live. Comme ça, vous donnez l'autorisation à Facebook et je peux afficher vos noms et vos photos de profil. Vous êtes déjà presque 20 à être connectés. Donc, pensez bien tous à nous faire à la fois un coucou et à cliquer sur le lien, ce sera chouette. Comme ça, on peut vraiment interagir, comme l'a fait Anne-Sophie. Salut Anne-Sophie, j'espère que tu vas bien. Anne-Sophie qui est du côté de La Rochelle. Eh bien, je pense qu'on est plutôt bon pour préparer et pour entamer cette interview. Je compatis avec celles et ceux qui sont en pleine journée de grève. Si vous avez les enfants et que vous les avez mis devant la patte patrouille, eh ben, j'ai une bonne pensée pour vous pendant ce live, si vous êtes en difficulté pour les occuper aujourd'hui. Allez, on va démarrer sans plus tarder. Eh ben, c'est parti pour cet expresso de Rassemblimo. Yes, Philippe nous dit c'est rare de voir 3 personnes. C'est une première pour nous d'avoir un hydre à 2 têtes, d'avoir un invité à 2 têtes. Mais on est super content de les accueillir. Élodie, Maxime, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les conseillers qui nous écoutent pendant cette interview? Oui, bien sûr. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde, ouais. Bonjour. Vas-y, je te laisse. Commence. Allez, honneur aux dames. Donc, Élodie Mauger, moi j'ai 35 ans. Donc, l'immobilier, et moi j'ai rejoint Maxime en fait, qui avait lancé son activité en 2017 déjà. Moi, je l'ai rejoint en 2019. Et puis, Sébastien vous fera l'historique, mais du coup, on est content d'être tous les deux ce matin avec vous pour vous parler un petit peu de comment on vit le métier, comment on accompagne les clients sur l'usine. Et nous, on est au nord de l'Isère. Voilà. Au nord de l'Isère. Ok. Maxime? Ouais, donc bonjour tout le monde. Maxime, bientôt 40 ans. Dans l'immobilier, donc j'ai commencé en tant que mandataire depuis fin 2017. Voilà, très heureux d'être parmi vous. Et puis donc géographiquement, finalement, pour faire simple, on est entre Lyon et Vienne. Et nous, notre secteur prédilection, c'est le sud-est lyonnais. Voilà, pour que tout le monde ait à peu près une cartographie. Super. Pour refaire un peu, pour donner un peu de contexte à ceux qui sont en train de nous écouter, de nous regarder. Alors, je disais à Maxime et Élodie tout à l'heure, pour ceux qui avaient l'habitude de ce rendez-vous, je me sens un peu nu sans mon casque, mais il n'avait pas envie de marcher ce matin, donc je serai sans casque. Vous aurez l'occasion de voir mes oreilles. Ori qui nous fait toujours un peu d'humour. Est-ce qu'à la fin, vous nous proposerez un super prix pour une formation? Ori, ce matin, promis, pas de prix barré, pas d'offres exceptionnelles, juste un bon moment à passer tous ensemble. Pour redonner un peu de contexte sur cet entretien qu'on a ce matin, j'ai été mis en relation avec Maxime il y a probablement 2 ans, par l'intermédiaire de Stéphane Knops, qui, à mon avis, est en train de nous écouter. On salue. Qui est peut-être là, ouais. On lui fait un gros bisou. Et Stéphane m'avait dit, je pense que ce serait peut-être intéressant que les membres de l'Académie Accélère Immo, dont il faisait partie, aient l'occasion d'échanger avec Maxime, parce que Maxime avait un niveau de performance plutôt hors norme. Et du coup, c'était l'occasion pour Maxime de partager un petit peu comment il avait mis en place cette activité-là et ce niveau de performance-là dans son activité de mandataire immobilier. Et puis, j'ai eu envie de faire revenir Maxime depuis que j'ai su que, et c'était un peu dans les tuyaux, je crois, quand on s'était parlé avec Maxime, qu'Élodie commençait à rejoindre l'aventure. Et d'abord pour épauler Maxime, puis pour monter la structure qui aujourd'hui est Mauger Immobilier. Vous allez nous en dire plus. Est-ce qu'on peut refaire un petit peu le parcours de tout ça? Maxime, tu te lances en tant que mandataire en 2017. Mais avant ça, tu faisais quoi? Avant ça, je bossais dans une boîte qui s'appelle Richardson. J'étais responsable d'exploitation. Richardson, c'est des vendeurs de chauffage, climatisation pour les pros, pour les plombiers. Et moi, je m'occupais pas de la partie commerciale. Finalement, mon rôle, c'était de faire en sorte que tout le monde puisse bien bosser. J'avais
7 ou 8 agences en exploitation. Je n'étais D'accord. pas directeur, hein, en exploitation, pour voilà, faire en sorte que tout roule finalement et que chacun puisse se concentrer sur son métier. Et avant ça, j'ai fait un cursus chez Decathlon, où j'ai fait plusieurs magasins jusqu'à être directeur adjoint, on va dire. Et ensuite, j'ai été chassé donc, par Richardson. Et Richardson, j'ai fait ça pendant 6 ans. Donc 6 ans de Decat, 6 ans de Richardson pour ensuite me monter tout seul. Donc rien à voir avec l'immobilier, mais comme je suppose la plupart d'entre nous là, qui regardons. Ouais. Pour revenir sur l'expérience Decathlon, on dit que c'est une bonne école pour plein de choses. Mm. Tu as vécu ça toi aussi chez Decathlon? Ouais, c'est vraiment une super école. C'est vachement bien parce que tu commences. En fait, ça fait partie des rares boîtes finalement qui te laissent quand même pas mal d'autonomie au départ. Ouais. Ça, c'est vraiment très bien. Tu as rapidement des responsabilités aussi, parce que moi, j'ai tout de suite eu des équipes à manager finalement. Tu apprends finalement à ce qu'est un compte d'exploitation, donc un mini chef d'entreprise, on va dire, avec un petit rayon au départ, en tout cas, à travailler. Donc ça, c'est bien. C'est très formateur. Ouais. Et accessoirement, on s'est rencontrés chez Decat. J'ai recruté Elodie. J'ai recruté Elodie sur un magasin. Tu passes ton temps à recruter Elodie, en fait. C'est ça. Ouais. C'est l'histoire de notre vie. Elle était partie pour un CDD, elle a fini avec un CDI. Ouais, c'est chouette. Ok, donc Decathlon, Richardson. Et donc, pourquoi l'immobilier? Et pourquoi l'immobilier? Bon, j'ai toujours été attiré par l'immobilier. En fait, c'est la réponse de chacun, c'est marrant, hein, parce que nous, on vous expliquera, mais on a aussi donc, du coup des agents co qui nous disent exactement la même chose d'ailleurs. Ah, j'ai toujours aimé l'immobilier. Je fais partie des gens qui, quand ils vont en vacances, regardent les petits livrets de ce qu'il y a à vendre avant. Mais bon, c'est réellement ça. Moi, c'est vraiment un mix de plein de choses. J'ai toujours voulu monter ma boîte. Donc, j'ai toujours eu voilà, l'idée d'entreprendre. Et puis l'immobilier, ça me semblait bien parce que voilà, on rencontre du monde systématiquement. Après, on se fait tous une idée édulcorée du métier au début, puis après, on se casse les dents, on se rend vite compte de la difficulté, mais aussi de la richesse du métier. Mais c'était pour ça au départ. Et avant, juste avant de me lancer dans l'immobilier, j'avais lancé une petite boîte de domotique parce que je suis aussi passionné de nouvelles tech. Et je pense que c'était un petit peu trop tôt. C'était un semi-échec, on va dire, mais qui est du coup super intéressant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs qui ont commencé par des échecs et c'est là où tu apprends. Ouais, ça a été formateur en fait pour la seconde partie et l'IMO et la boîte. Clairement. J'aurais pu en vivre, c'était pas un problème, mais j'allais dans une direction que je voulais pas au départ. Est-ce que c'est, quand tu dis que j'aurais pu en vivre, est-ce que c'est parce que tu avais plus d'ambition finalement pour le projet que celle qu'elle était en train d'atteindre? Ouais, et puis moi, je voulais plus être vraiment dans la maison connectée et finalement, le développement de mon chiffre d'affaires, il était beaucoup plus centré sur l'alarme, chose qui m'allait pas spécialement. Voilà. Donc, ça perdait un peu le sens premier du truc. Mais comme tu dis, dans l'entrepreneuriat, on parle souvent de timing. Ouais. Peut-être que c'était plus une question de timing finalement qu'autre chose. Oui, sans doute, ouais. Sans doute. Mais je ne regrette pas, parce que justement, c'est super formateur. Et puis quand tu lances une autre société, tu te dis, tiens, là, j'ai peut-être pêché là-dessus, j'ai peut-être pas été très, très bon dans le marketing, j'ai peut-être mal expliqué le produit, j'ai peut-être mal. Voilà. Et puis, je m'étais quand même confronté déjà à des rendez-vous clients où il faut vendre ton produit. Finalement, c'est un peu la même chose quand tu es agent immobilier. Quoi, hein. Quand tu fais des estimations, tu fais l'estimation, mais tu vends aussi ta prestation. Bien sûr, après, c'est une question de. Souvent, quand on arrive sur des marchés de manière un peu prématurée, on doit faire l'éducation de ce marché. Donc, c'est un peu double boulot. Il faut faire l'éducation du marché, en plus de convaincre que la solution que l'on a à proposer est en plus la meilleure. Donc, ça rend le truc encore un peu plus complexe. Complètement. Ouais. Tu parlais de prise de conscience quand tu as démarré l'IMO. C'est quoi les 2-3 plus grosses prises de conscience, les révélations qui sont arrivées à toi dans les premiers mois et auxquelles tu ne t'attendais pas forcément? La difficulté de prise de mandat, forcément, dans l'exclusif, où tu te dis, punaise, c'est quand même un peu plus compliqué que ce qu'on peut nous laisser croire. Prise de conscience aussi, mine de rien, de l'idée que se font la plupart des gens de l'agent immobilier, hein, parce que la profession, quand même, elle a fait quand même pas mal de choses pour se faire du mal elle-même. Parce qu'il y a toujours, globalement, il y a eu des prestations qui n'étaient pas à la hauteur, où l'image de l'agent immobilier, soyons clairs, hein, on essaye au quotidien de faire en sorte que les gens aient une autre approche de l'agent, qu'on soit vraiment là pour les aider. Au départ, il y en a beaucoup qui pensaient qu'on était là pour prendre la com, point final. Donc c'était vraiment important. Et puis,
bon, je l'ai vite compris, mais effectivement que dans la difficulté quand même du job, c'est plus l'entrée que la sortie du mandat, quoi, soyons clairs. Si tu fais une belle entrée, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas bien. Non, c'est intéressant, je ne sais pas si Elodie, ça te parle ça, sur ce que Maxime vient de dire, c'est que oui, la difficulté est à la rentrée du mandat. Et j'ai beaucoup échangé ces derniers jours, ces dernières semaines avec des gens qui ont, comme moi, fait ça depuis 15 ans, 20 ans, etc., et qui ont connu divers marchés. Et beaucoup de conseillers d'agents co, et pour revenir rapidement sur aujourd'hui, mais on va revenir sur votre aventure actuelle, mais dans les conseillers que vous avez dans votre équipe aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce truc de, finalement, je ne connais l'immobilier que par le spectre d'un marché spécifique, qui est le marché qu'on vit actuellement, qui est un marché hyper tendu à la rentrée, où finalement on a un tel excès de demande que c'est assez simple de sortir les biens, alors que j'ai connu moi des époques où quand tu vendais ton mandat en moins de 3 ou 4 mois, tu étais super content, quoi, parce qu'il n'y avait pas une telle extrémité entre le faible offre et excès de demande. Du coup, comment les agents co aujourd'hui, Elodie, vivent ce truc-là? Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont un peu déformés de la réalité de ce que peut être l'immobilier en temps normal? Bah, je pense que c'est hyper compliqué parce qu'au niveau national, nous, on connaît, on maîtrise notre secteur, mais je pense que la rentrée de mandat ou la sortie peut être hyper compliquée. Je pense que tu as des régions où il y a un déficit d'acquéreurs aussi. Donc, la sortie de mandat, elle peut être très compliquée. Qu'ils aient une vision déformée, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas de point de comparaison avec ce qui se faisait avant. Mais surtout, il y a une vision qui est compliquée aussi, et peut-être qu'on y reviendra plus tard avec ce qu'on a vécu depuis mars 2020, où le marché est un peu fou. Alors encore une fois, on parle spécifiquement à notre région à nous, mais la rentrée de mandat reste le cœur du métier et ce qui nous fait avancer, mais la rentrée de mandat devient compliquée parce que les vendeurs eux-mêmes sont compliqués sur le souhait ou l'idée qu'ils ont du prix de leurs biens. Donc du coup, la complexité pour les agents aussi, c'est d'avoir cette prise de conscience-là sur il y a la rentrée, mais il y a la sortie, et on peut, et je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont peut-être confrontés à ça de plus en plus, je ne sais pas, mais c'est de plus en plus compliqué d'avoir notre métier, c'est et la valorisation du bien et essayer de l'estimer au juste prix. Bah, quand on a un vendeur en face qui est un peu borné par rapport à ça, on a à se dire qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce que je rentre vraiment un prix déconnecté du marché et pour sortir, on sait que ça sera compliqué? Ou est-ce que je risque de passer à côté parce qu'il y a un autre confrère qui va le prendre Donc je pense que ouais, ils ont bien appris par rapport à ça, mais le marché reste encore un petit peu bizarre et ils n'ont pas de point de comparaison, mais ils vont apprendre au fur et à mesure qu'ils vont avancer à nos côtés. Ouais. Gilles, j'en profite pour dire bonjour à Joël, à Émilie qui nous ont rejoints récemment. Faites-nous un coucou dans le chat. N'hésitez pas à interagir, à poser vos questions à Elodie et Maxime, ou en tout cas à commenter, à mettre un petit like aussi pendant cette interview. Pour compléter ce que tu disais là, en fait, on voit qu'on a des disparités entre régions, mais que c'est un mouvement. C'est juste qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver dans certaines régions qui ne sont pas encore arrivées dans toutes. Et là, on constate depuis la rentrée sur un certain nombre de régions, j'ai échangé la semaine dernière à Rennes, mais également à Paris, dans certaines grandes villes de province, on voit que la demande s'est nettement calmée. Il y avait ce matin un post LinkedIn de mon ami Frédéric Fiol de Score Imo qui le partageait, qui disait qu'effectivement, de plus en plus, là, il voyait dans les statistiques une baisse de la demande sur beaucoup de marchés. Et c'est drôle parce que quand j'étais à Rennes la semaine dernière en formation, on me disait on se remet à faire des vraies découvertes acquéreurs. Je ne savais pas qu'on s'était arrêté de faire des vraies découvertes acquéreurs, mais quand tu as 40 personnes qui t'appellent sur un mandat et que tu sais que de toute façon ton acheteur il est dans le lot, tu ne prends pas suffisamment de temps pour les acquéreurs. Donc là, on recommence à une forme de normalisation de la relation à l'acquéreur parce qu'il y en a un peu moins sur beaucoup de régions. Mais hier, sur une dirigeante d'agence sur Mertig me disait que ce n'était pas encore le cas. Donc, c'était encore un peu la folie. Mais voilà, je pense que c'est une tendance qui va arriver sur 2022 un peu partout, dans le ralentissement de la demande. À un tel point que ça fasse évoluer les prix, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a sûrement avoir une relation qui va devoir se normaliser avec les acheteurs. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si c'est un petit peu le cas chez vous ou pas encore. Du coup, Maxime, 2017, donc quelques prises de conscience. Est-ce que tu peux nous passer en revue finalement les choses que tu as mises en place 2017, 2018 pour développer ton activité? Alors ici, on parle chiffres sans parler chiffres, c'est pas le sujet des chiffres. Hein. Je sais que tu es à l'aise pour parler du chiffre d'affaires et ça va juste donner du contexte finalement sur de quoi on parle parce que je pense que c'est important de voir l'évolution aussi. Comment les choses ont évolué pour toi sur 2017, 2018 avant qu'Elodie finalement te rejoigne? Eh ben, début d'activité, forcément, pour rentrer des mandats, je prenais un peu tout. Donc, j'ai fait de la pige pendant quelques semaines. Hein, vraiment, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai rentré du mandat.
Donc forcément, comme tout le monde, ça m'a entraîné à faire des visites, à prendre les contacts clients acquéreurs, à faire des visites vendeurs. Et puis au fur et à mesure, j'ai vite compris que forcément, c'était pas les mandats qualitatifs, mais ça te permet quand même d'ailleurs, ça sera à refaire, je referai exactement de la même manière. C'est-à-dire que je commencerai quand même à faire de la pige et à prendre du mandat simple, quoi. Et au bout, je pense, 3 mois, j'ai arrêté de faire de la pige. J'ai beaucoup prospecté dans les boîtes aux lettres. Donc, j'ai mis beaucoup de flyers dans les boîtes aux lettres. Je disais oui à toutes les sollicitations d'un point de vue vendeur pour rencontrer un maximum de monde. Et je dirais qu'au bout de 6 mois, j'ai arrêté de faire du mandat simple. Ouais, 8 mois. Allez. Non, je dirais que la première année, je pense que j'étais à aller grosso modo 60% de mandats exclusifs, 60-70% de mandats exclusifs. Et puis à un moment donné, j'ai basculé totalement sur du 100% de mandats exclusifs. Donc, ça va faire 3 ans que je n'ai pas fait de mandat simple. Et de toute façon, on n'en a pas, donc c'est vite vu. Et donc, en termes de chiffres, ça a suivi. C'est-à-dire que la première année, j'avais dû faire. Alors, j'ai sorti le portable, comme ça, je vous donne les vrais chiffres que je commence à plus m'en souvenir. Mais première année, donc en 4-5 mois, j'ai fait 4 compromis. Je parle comme compromis là. L'année 2018, j'ai fait 26 compromis. Et puis là, j'ai vraiment basculé sur le mandat exclusif où en 2019, du coup, j'ai fait 46 ventes pour arriver en 2020 à en effet 75 ventes. En effet. Mais donc, en fait, ça a été une montée progressive, plutôt linéaire, finalement. Comment tu expliques cette progression, en fait? Parce que moi, je lis entre les lignes. Je commence au début, je fais de la pige, je prends beaucoup de mandats. Finalement, je veux faire que des choses plus qualitatives. J'engage beaucoup de travail sur la prospection de terrain. Les ventes en menant des recommandations, en menant des ventes. On parle souvent un peu de cet effet boule de neige. C'est vraiment, et donc, d'où cette progression linéaire. C'est vraiment comme ça que tu l'as vécu. Et après, j'aurais une petite question annexe. Il y a beaucoup de conseillers immobiliers ou de conseillères qui me disent mon activité, elle est fragile parce qu'elle ne repose que finalement sur la recommandation et du bouche à oreille. Et souvent, je me bats avec elles pour dire, je dis elles parce que en l'occurrence, je pense à 2-3 d'entre elles, c'est leur meilleur actif. Parce que finalement, ta réputation, ton image de marque, etc., c'est probablement le meilleur actif que tu puisses avoir en tant que chef d'entreprise. Et pour autant, on a tendance à considérer que c'est une fragilité parce que c'est pas, on a l'impression que ça ne repose pas sur un vrai système. Tu as vécu ça toi aussi? Les recommandations, très clairement, nous, c'est ce qu'on essaye de développer au maximum. C'est vraiment aujourd'hui une grosse proportion de nos mandats d'ailleurs. Et c'est vraiment la suite logique des choses. C'est-à-dire qu'au départ, faut que tu ouvres tes portes et puis par justement, c'est multicanal, mais au départ, en tout cas, nous, c'était que des flyers. Et au fur et à mesure, effectivement, c'est plus simple d'avoir de la recommandation, de faire vivre cette recommandation, parce que je pense qu'on a parfois tendance à oublier cet aspect-là, quoi. Qui est important. Il y a une différence entre recevoir des recommandations et susciter des recommandations. Vous avez des choses, vous, en place pour susciter finalement la recommandation? Assez peu, tu vois, je t'en parle, on en a conscience. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a le spectre d'agents immobiliers est hyper large, on a à faire plein de choses et tu te rends compte qu'on peut pousser les curseurs encore de tous les curseurs, très clairement. Vraiment, vraiment. Et je pense que ça, c'est aussi ce qui nous a fait évoluer, c'est que systématiquement, on voulait faire mieux sur tous les curseurs. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais se satisfaire du service qu'on rend, on faire le mieux possible. Et puis, c'est beaucoup finalement, je parle beaucoup de bon sens, moi. C'est beaucoup de bon sens, c'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, c'est des choses qu'on aimerait avoir en tant que client, en termes de service. Et pour ce qui est de la recommandation et autres, c'est que du bon sens aussi, quoi. C'est se rappeler aux gens de manière positive, pas être trop insistant, voilà. Mais ça, on le fait mal, aujourd'hui. Mais ça se fait naturellement. C'est qu'on l'a sans doute travaillé, mais on pourrait le faire beaucoup mieux. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Notre métier, c'est avant tout c'est un métier de service, en fait. Donc, qui dit service, dit accompagnement du client et satisfaction client. Je pense que les clients, acquéreurs ou vendeurs qu'on a aujourd'hui, l'idée, c'est qu'ils se rappellent de nous. Il y aura forcément un moment dans la relation client, que ce soit lors d'une visite, que ce soit lors d'une prise de mandat, ou peut-être que ça ne va pas aboutir, mais ils se rappelleront que c'était Maxime, il y a quelque chose qui a fait que, ou un agent de chez nous. Et ils parleront de nous. Alors, ça aboutira pas, on le sait tous, ça aboutira pas peut-être à l'instant T,
Mais on a des clients avec qui ça n'a pas forcément abouti dans des relations, qui nous ont recommandé derrière à des proches pour rentrer un mandat, parce qu'il s'est passé quelque chose à cet instant T, parce qu'on a su les amener et qu'ils vivent une petite expérience à nos côtés, quoi. Et c'est vrai que c'est la plus belle, enfin, je pense que tout le monde sera unanime sur dire que c'est que la vie client est top, et quand il est publié, c'est génial, mais quand vous recevez des SMS ou des messages franchement, c'était génial, on se rappellera toujours de ce moment-là, c'est hyper valorisant, quoi. Ouais, c'est là où le métier prend tout son sens. Ouais. Maxime, on sent dans Decathlon, Richardson, la domotique, l'immobilier aussi ce côté très entrepreneurial. Et après, vous nous expliquerez comment est-ce que vous le vivez à deux maintenant. Maxime, je sais que ta progression, elle s'est faite aussi beaucoup dans cette prise de conscience que tu ne pouvais pas tout faire tout seul. Enfin, ou qu'en tout cas, si tu voulais faire changer d'échelle ton activité, ça ne pouvait pas reposer que sur toi. Tu peux nous dire, quand tu fais le point de bascule, on va dire entre 25 transactions et 50 transactions par an, je pense que là, il y a un point de bascule où forcément, tu ne peux plus tout faire tout seul. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour te démultiplier? Parce que quand on parle délégation, on parle bien d'un effet de levier et d'être une entreprise qui est en capacité de faire plus parce qu'elle se dote de moyens pour faire plus ou parce qu'elle fait faire des choses par d'autres personnes. C'est quoi cette progression, toi, au niveau de cette délégation? De manière naturelle, donc au départ, c'est moi qui je faisais mes propres flyers, donc je les concevais, je les distribuais. J'ai vraiment bossé comme un dingue là-dessus, hein. Et donc, la première chose que j'ai mis en place, c'est une personne j'ai délégué justement cette partie boitage, même si on sait que c'est toujours mieux d'être sur le terrain et de rencontrer du monde, mais à un moment donné, tu ne peux pas tout faire, tu es obligé de faire des choix. Donc, j'ai d'abord délégué ça. Je pense que j'ai délégué ça au bout d'un an et demi, 2 ans, parce que c'était plus possible de répondre aux sollicitations. Et puis, à un moment donné, en tout cas sur 2000, c'était quoi? C'était 2019, non 2020. En 2019, où on a senti que vraiment il y avait une bascule et que ça devenait trop important. Et là, moi, je voulais avoir une personne de plus dans mon équipe, et puis ça accordait super bien parce que forcément, l'idéal c'était Hello parce qu'elle on était fait pour bosser ensemble et puis 2, toutes les qualités pour. Et du coup, ça accordait super bien. Et à ce moment-là, effectivement, on a été 2, plus donc 2 personnes du coup qui nous aident à la distribution aussi des flyers. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure de mon métier, je délègue une partie de mon métier au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, on a des agents co pour déléguer aussi une partie de ce qu'on ne peut plus faire, quoi, ça c'est clair. On a aussi une super assistante qui nous aide dans la partie administrative, gestion des biens et autres. Et on a pris une alternante aussi. Et on a une alternante, ouais. Donc du coup, au fur et à mesure, en tout cas, il ne faut pas avoir peur de déléguer, même si ce n'est pas une partie facile, parce que notre métier repose beaucoup sur la personne, sur la personnalité, sur le fait que les gens ils te fassent confiance ou autre. Ouais. Mais dès l'instant on évolue aussi, mais dès l'instant où on donne aussi les responsabilités et l'autonomie aux personnes, elles vous le rendent aucun tube. Bien sûr. Alors là, il y a plein de choses. Donc, je suis obligé de les reprendre point par point dans ce qui vient d'être dit. Donc, d'abord, c'est passé par la délégation de l'activité prospection terrain. Dans mes souvenirs, non seulement ça a été la délégation-là, mais le fait de le déléguer a aussi permis de couvrir un territoire plus large que ce que tu couvrais toi tout seul. Complètement, ouais. Les souvenirs sont bons, c'est que du coup, tu es allé taper sur un nombre de boîtes aux lettres très, très vaste à partir du moment où tu as pu le déléguer, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, je faisais tout seul, je suis monté jusqu'à 6000. Donc, quand je dis boitage, c'est boitage tous les mois. Hein. Ouais, d'accord. Et donc, je faisais 6000. Et puis, au moment où j'ai délégué, j'ai pu passer à 10 000. Ouais. Et à un moment donné, j'ai même encore augmenté. Donc ça fait partie aussi de ça. Et puis, nous, on a un métier où je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment investir pour récolter. Et il ne faut pas avoir peur de ça aussi. Ouais. Donc, la délégation du boitage. Et ensuite, donc, j'entends la deuxième étape, c'est Elodie. Alors, je vais dire pourquoi Elodie, mais tu vas me dire pourquoi pas. Mais Elodie, à quel moment, c'est facile de dire comme ça, mais Elodie, tu faisais quoi à ce moment-là? Comment est-ce que tout ça s'est fait? Pourquoi Elodie et pas quelqu'un d'autre dans l'absolu? J'imagine que Elodie peut-être a levé le doigt en disant ça peut peut-être m'intéresser. Comment ça s'est passé? Moi, je bossais en fait dans le milieu médical. J'étais au marketing depuis 10 ans dans une grosse boîte américaine. Ouais.
Franchement, c'était très sympa. Enfin, voilà, j'ai fait pour le cursus une école de commerce. Je suis entrée chez eux en alternance. Ils m'ont gardée. J'ai progressé. Voilà, c'était vraiment chouette. La dernière partie de mon activité, c'était tout ce qui était organisation d'événements, de cours et de congrès pour les neurochirurgiens. Ouais. Et puis au moment, enfin, du coup, j'ai vu évoluer Maxime aussi des démarrages de l'activité. Je l'ai vu partir, qu'il vente, qu'il neige, que tout en trottinette pour aller prospecter. Et puis quand on a vu que c'était trop à un moment donné pour un seul homme qui s'est posé la question, je pense que c'est plus une question d'opportunité en fait. Enfin, moi, le métier, c'est le relationnel qui me plaît dans le métier de l'immobilier, ce que je faisais déjà avant. Il y avait l'aspect marketing aussi parce qu'on discutait forcément sur le soir quand je rentrais sur les plaquettes et sur ce genre de choses. Et quand il s'est posé la question de savoir, il va me falloir quelqu'un. Moi, j'arrivais à un moment dans mon métier où j'avais fait 10 ans, où c'était génial, où je voyageais énormément. Donc, ça commençait aussi, enfin, c'est hyper enrichissant et c'est très prenant, forcément. Et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, la confirmation du pourquoi pas, c'est qu'on est hyper complémentaires sur nos tâches, en fait. Donc ça, c'est quand même enrichissant parce qu'on se marchait pas du tout dessus sur qui voulait avoir le lead sur quoi, parce qu'on a vraiment nos spécificités dans le métier qui font qu'on se complète bien. Et ça confirme parce que après, il s'est passé ce que tout le monde sait, qui est venu un peu entacher notre quotidien, c'est le Covid. Et moi, mon métier s'est un peu arrêté parce que les déplacements, il n'y en avait plus. Les congrès, c'était tout en digital. Et du coup, j'ai pu rejoindre Maxime sans avoir de regret de me dire je suis peut-être passé à côté de quelque chose dans mon ancienne vie. Et le métier, il est vraiment chouette, quoi. J'y retrouve vraiment ce que je pensais y retrouver sur l'accompagnement client, quoi. C'est marrant parce que, enfin, ça demande quand même un peu de courage parce que j'imagine que c'était quand même une situation confortable pour toi, Élodie. Et du coup, même en tant que décision de couple, tu sais, je pense souvent de cette analogie quand tu as un resto, tu es obligé de produire à l'intérieur en fait parce que à un moment donné, si toi tu rejoins l'aventure, c'est-à-dire qu'il faut supporter, j'imagine, 2 revenus dans cette aventure. Donc, il faut vraiment que cette aventure, elle change d'échelle quelque part, que ton apport dans la structure permette à la structure de changer d'échelle finalement pour couvrir potentiellement de revenus ou l'ancien revenu, etc. Ça a été une décision. De ce point de vue-là, il y a eu un questionnement ou pas du tout? En fait, on était quand même déjà monté, si on parle revenu, on était quand même déjà monté à quelque chose qui était très suffisant. Parce que le moment où Hello, elle m'a rejoint, donc forcément, notre métier, on a beaucoup d'inertie, donc on sent les choses quand même 2-3 mois à l'avance, on va dire, pour dire, oulala, là, ça va être, ça monte en puissance. Et le mois où elle m'a rejoint, j'avais à faire 14, je crois que c'est 14 compromis tout seul. Donc, tu vois le volume, c'était juste n'importe quoi. Et ça pressentait justement, donc sur cette année-là, en nombre de ventes, je crois que c'était quelque chose comme 50. Enfin, c'est un peu parce que je vous ai dit, je crois. Mais je savais, ça c'est clair et net, que donc ça c'était fin 2019. 2019, ouais. Et je savais très clairement que sur 2020, ça allait exploser. Et donc on était serein aussi à ce niveau-là, parce que c'est important forcément quand tu mets 100% des revenus du foyer dans une même activité. Mais on était extrêmement serein sur le fait qu'on puisse en vivre comme on le souhaite, en tout cas, à ce niveau-là. Ouais, puis on avait vécu un petit peu le fait que, si on revient à la vision entrepreneuriale, le fait que Maxime, il se lance, forcément, il se lançait parce que moi, derrière, j'avais un poste qui était plutôt fixe et stable, mais du coup, on avait vu cette évolution-là et le fait qu'on était capable de le faire comme ça. Et à un moment, on s'est dit oui, pourquoi pas à deux, avec le prévisionnel qui avait l'air d'être parti. On s'est dit que il fallait qu'on le fasse. Et puis enfin voilà, mettons de côté l'activité professionnelle aussi, c'est un joli challenge de couple aussi à se dire, voilà, on tente ça à deux, et puis ça l'aurait pas fait, on aurait trouvé quelqu'un d'autre, mais pour le moment ça va plutôt bien. C'est intéressant parce que je viens d'entendre un mot que j'entends pas chez des mandataires, parce que c'était ça à l'époque quand tu dis il y avait un prévisionnel qui laissait entendre que quoi. Il y avait vraiment un prévisionnel. Ah oui, moi je savais, j'avais annoncé d'ailleurs que j'avais annoncé combien? Sur l'année d'après, je crois que j'avais annoncé quelque chose comme 70 ventes. Au final, on a fait 75 ventes. Et je savais, en fait, on a quand même un métier qui est, moi, je trouve, très prévisible d'un point de vue statistique, mathématique. Et tu peux prévoir les choses finalement moi, je trouve assez longtemps à l'avance. Parce que tu sais, parce que tu raisonnes combien de rendez-vous vendeurs je génère, et du coup, je sais combien de mandats je vais rentrer, donc je sais que compte tenu du délai moyen de vente de mes mandats, il y aura du compromis à cette date-là, donc de l'encaisser à cette date-là, ce qui permet d'avoir de la visibilité sur 6 mois à peu près, probablement. C'est comme ça que tu raisonnais, parce que tu sais que tous les conseillers immobiliers ne raisonnent pas comme ça. Donc c'est un peu dire.
Mais c'est ça, c'est sur les ratios de transformation, Ouais, nombre de visites enfin, nombre d'estimations sur mandat, nombre de mandats qui génèrent le nombre de ventes. Après, tu connais ta com moyenne, et puis voilà, hein, tu sais où tabler, quoi. Il n'y en a pas 36 en fait, hein, des statistiques à suivre. Non, mais tu me dis, mais voilà, et voilà, mais j'enseigne ça tous les jours et c'est pas évident pour tout le monde de se dire, ah oui, mais en fait, tu sais, on parlait en off tout à l'heure d'un accompagnement qu'on démarre pour une grande franchise et on avait 14 personnes autour de la table et quand on leur demande combien de rendez-vous vendeurs ils doivent générer à la fin de la semaine pour être certains d'atteindre leur objectif de chiffre d'affaires, il y a un blanc et les gens ont 15 ans de métier, tu vois, donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette logique. Qu'on dit mathématiques, mais en vrai, un entrepreneur, il doit connaître ses ratios. Hein. Un restaurateur, il connaît son ratio, il connaît sa marge sur chaque plat, etc. Enfin, c'est comme ça qu'on peut effectivement développer son entreprise de manière beaucoup plus sereine. Élodie, quand toi, tu as rejoint l'aventure, du coup, tu as Stéphanie qui dit non, c'est pas évident. Pour Stéphanie, c'est plus compliqué les chiffres. Élodie, quand toi, tu as rejoint Maxime, au début, c'était parce que tu disais que vous êtes très complémentaires, au début, c'était pour accomplir quelle tâche spécifique? Parce que j'imagine quand Maxime dit là, je vais avoir besoin de quelqu'un, il avait déjà peut-être une vision précise du poste en question ou de pour faire quoi. Et du coup, dans ton cas, ça a été quoi? Ouais, bah, au départ, c'était vraiment pour le décharger sur une partie administrative qui, entre guillemets, demandait moins de compétences dans le métier ou sur lequel je pouvais le décharger. Et puis, enfin, vous l'avez compris, là, on arrive à une période où il y avait des compromis qu'il fallait sortir. Donc, moi, j'ai repris un peu le relais sur les échanges avec les notaires, le fait de monter les dossiers, le fait d'accompagner les clients en rendez-vous compromis et actes sur lesquels voilà, Maxime n'avait pas forcément le temps. Donc, on a commencé à se répartir le métier comme ça. Tu as pris un peu le marketing dès ce moment-là? Ouais, et le market, ouais, aussi. Ouais. Ok. Je voudrais qu'on avance sur le projet. Du coup, fin 2019, début 2020, j'entends que tu rejoins l'aventure. Il y a ce moment du confinement, etc. À quel moment on fait la bascule est-ce que c'était déjà le cas ou pas encore, du réseau dans lequel tu étais à Mogé Immobilier? Non, on a fait une année complète en tant que mandataire, c'est-à-dire que 2020, ça a été complètement en tant que mandataire. Et on a lancé l'agence au mois de mars de cette année. C'est ça, en mars? Ouais, mars. Ouais, mars. Okay. Je pensais que ça faisait un peu plus longtemps. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on bascule de mandataire, donc avec Élodie, avec des gens à qui on a délégué le terrain, à Mogé Immobilier? En fait, c'est une envie à un moment donné, enfin pour moi c'est une suite logique des choses, c'est-à-dire que c'est vraiment une envie d'indépendance totale, de pouvoir avoir sa propre politique commerciale comme on le souhaite, de pouvoir aussi entreprendre comme on le souhaite, parce qu'à un moment donné, c'était aussi ça, c'est-à-dire qu'on était deux, on a fait une super année, mais il n'empêche qu'il nous fallait une troisième personne, c'est-à-dire qu'on avait généré trop de business pour nous deux. Et de toute façon, le seul moyen après de faire bien les choses, c'est d'avoir sa carte. Donc c'est Élodie on travaille sur la carte d'Élodie. Et puis il y a le côté, tout me plaît, c'est-à-dire qu'il y a le côté aussi entreprendre, d'avoir des nouveaux conseillers à former, d'avoir une nouvelle politique aussi commerciale. Voilà, ça fait beaucoup de choses finalement qui fait que pour nous en tout cas c'était logique, c'était nécessaire. L'image de marque aussi. Aussi, ouais. Oui. Je sais que vous avez des standards élevés en termes de communication, en termes de service, en termes d'image que vous renvoyez pour vous comme pour les biens que vous proposez. Et peut-être qu'avoir sa propre identité de marque, c'était peut-être un sujet aussi. Complètement. Et puis, ça correspondait aussi à… Donc, nous, on était chez Optimum, on était très contents, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais eux, la tendance aussi qu'ils prenaient ne nous allait pas. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire du MLM. Et nous, c'était vraiment une tendance qu'on ne souhaitait pas avoir. Et bon, ça, c'est le propre de beaucoup de réseaux, mais je trouve qu'il y a beaucoup de recrutement qui se fait. Ils font beaucoup de qualité, pas forcément de quantité plutôt, et pas forcément de qualité, ou en tout cas pas toujours. Et je trouve que du coup, ils se font mal à leur propre marque aussi parfois. Alors, on n'est pas du tout dans la guéguerre, mandataire agence, parce que, on est la bonne preuve. On a été mandataire, maintenant on est en agence, mais les deux fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y en a des bons, il y en a des pas bons en même proportion dans les deux camps. Mais ça nous allait moins. Donc, tu vois, ça, mine de rien, ça a été la goutte d'eau qui a fait qu'on se dit, tiens, allez, hop, on y va, quoi. Ok. Ouais, pardon, Sébastien. Notre métier, c'est aussi
alors c'est peut-être cliché ou pas, mais je crois pas. C'est aussi une question de valeur en fait. Et on avance et on est serein à accompagner ses clients quand les personnes et nous, enfin nous forcément, on est cet exemple-là de bosser en couple. Bah oui, si on a un couple à la vie au quotidien et sur le terrain, c'est parce qu'on a des valeurs communes et on voulait pas qu'il y ait de discordance avec une marque qui était plus l'aspiration qu'on avait. Donc c'est vrai que maintenant, le fait d'avoir l'agence, forcément, les personnes qui sont à nos côtés, elles ont été recrutées pour des valeurs et un état d'esprit avant peut-être des compétences, parce que maintenant, on est capable de les amener à nos collaborateurs et de les former en conséquence et de leur inculquer la vision du métier qu'on a, quoi. Qui est la vôtre. Super. Du coup, aujourd'hui, Mogé Immobilier, ça ressemble à quoi? Donc, Mogé Immobilier, eh ben, c'est les deux têtes là. C'est 4 agents co, Kathleen, Victoria, Romain et Thomas, une super assistante qui est Mélissa, et Camille en alternance qui nous a rejoint pour la partie, elle a fait un master en stratégie média. Donc voilà, même si on avance sur les médias, on avait envie d'avoir une tête bien faite et pensante, pleine de créativité aussi pour nous aider à accompagner là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions ou à commenter en commentaire. On prendra vos questions. J'en ai vu passer une ou deux. On prendra vos questions au fur et à mesure. Alors, je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais vous voyez à l'écran qu'il fait visiblement beaucoup plus beau à Nice dans le sud-est de Lyon. Carrément. On a eu la tempête hier, mais tout va bien à Nice. Les choses sont rentrées dans l'ordre aujourd'hui. Je voulais, tu disais, Maxime, c'est le moment où je fais un peu le poil à gratter et ça fait 36 minutes, il nous reste encore 10 minutes. Tu as dit 2 fois, on voulait te mettre aussi de notre politique tarifaire, commerciale. Tu as dit, tu n'as pas dit commerciale, notre politique commerciale. Est-ce que tu entends par là aussi les choix que vous avez faits en termes de montant d'honoraires? Parce que je ne vais pas te cacher que quand je vous ai vu vous lancer, mes oreilles ont sifflé. Sur un ou deux sujets et du coup je suis allé creuser et a priori vous avez fait le choix d'avoir des honoraires réduits. Comment est-ce qu'on fait ça m'a beaucoup intrigué parce que comment est-ce qu'on fait cette bascule d'une activité qui marche très très bien avec des honoraires traditionnels, et tu me diras si les honoraires que tu pratiquais à l'époque étaient normaux ou pas d'ailleurs, et pourquoi est-ce que quand on se lance à son compte, on crée son agence, on le fait avec des honoraires réduits? En fait, c'était vraiment une volonté de notre part, et ça, il faut vraiment que ce soit. C'est un sujet qui est délicat parce que forcément, on sait qu'on ne s'est pas fait. Ça choque quand même pas mal de gens, et c'est d'autant plus choquant quand tu prends du recul comme ça. Tu dis, mais merde, ils étaient tous les deux, ils pratiquaient donc des honoraires standards. C'est-à-dire que très clairement, sur l'ensemble 2020, on était sur 10 000 euros hors taxes d'honoraires en moyenne et on avait vraiment des honoraires standards. Donc, on avait fait 900 000 euros de chiffre TTC à 2. Donc, on a pris finalement un virage parce que, la rémunération en tant que telle n'a jamais été un sujet pour nous. C'est-à-dire que forcément, on veut un minimum, comme tout le monde, mais dès l'instant où on juge que c'est acceptable, on n'est pas à vouloir toujours plus, quoi. 2, et ça rejoint aussi le fait que pourquoi on s'est mis en agence, c'est que finalement, donc on a fini l'année plus gros vendeur, on va dire, du réseau, mais ça nous a jamais fait dériver, si bien qu'on est même parti du réseau avant la fameuse convention où tu montes sur le podium. T'as pas voulu prendre ton prix sur scène? Non, et j'aurais été content, je te dis pas qu'il n'y aurait pas eu ce petit moment de fierté, mais c'est clairement pas notre moteur, tu vois, et le moteur, vraiment, ça s'est ancré, et moi je le dis très très vite à Hello, j'ai dit, mais merde, moi, je suis persuadé qu'on peut avoir des honoraires, on va dire, beaucoup plus que moi, je juge raisonnable, en tout cas. Ça, c'est très personnel. Encore une fois, je sais que ça, c'est un sujet cultivant, mais que je juge très raisonnable tout en gagnant très correctement sa vie, quoi. Et tout en offrant une grande qualité de service. Et par contre, on a fait 0 concession sur la qualité de service. C'est-à-dire que sur la qualité de service qu'on a, objectivement, on essaie vraiment, encore une fois, d'avoir le service qu'on souhaiterait avoir. Donc, on est hyper actif au téléphone, on fait des mises en avant des biens systématiques, que ce soit photo, vidéo. Donc, on a vraiment un service full. C'est pas, j'ai tendance à croire même que voilà, on est au-dessus de la moyenne en qualité de service. Et donc, pour ce qui est des honoraires, effectivement, ils sont vus comme agressifs, on va dire. Mais pour moi, en tout cas, pour nous, il nous semble être les honoraires comme on aurait souhaité les avoir à la place des clients. Et soyons clairs, le marché étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'acquéreurs que de vendeurs, aujourd'hui, il y a quand même aussi de la part des vendeurs toute une logique de se dire, mais punaise,
Je sais j'ai peut-être 10 acquéreurs qui attendent de voir mon bien à la vente, donc je tente par moi-même, quoi. Et moi, j'ai toujours été interloqué sur le fait que la profession, finalement, ne voit pas ces fameux 70% de PAP qui tentent par eux-mêmes au départ, comme de se dire d'être un marqueur pour une remise en question vraiment en profondeur du métier, quoi. Je dis pas qu'on va y arriver, hein, loin de là, mais mine de rien, c'est des signes, quoi. C'est des signes et donc voilà, donc on est rentré dans cette mouvance-là. En tout cas. Ok, donc tu le vois aussi comme un vecteur de business additionnel sur ce marché particulier qu'on n'arrive pas à toucher aujourd'hui. Ce sujet-là, très haute qualité de service à honoraires raisonnables, est un bon compromis pour aussi aller chercher des ventes supplémentaires que tu n'aurais peut-être pas été allé chercher. Complètement, hein. C'est-à-dire que nous, on a quand même pas mal de personnes qui... alors, c'est chouette parce que je pense que réellement, on a autant de personnes qui nous appellent pour la qualité du service, qui voient qu'après coup nos honoraires, que des personnes qui nous appellent que pour nos honoraires, soyons clairs. Mais on a quand même ouais, une bonne proportion de ça. Et de personnes qui nous disent très clairement, bah, franchement, moi, je voulais partir par moi-même. On m'a parlé de vous, ou eh ben, paf, je vous appelle pour vendre le bien, quoi. Donc, on a un marché où on ne prend pas forcément aussi des parts de marché sur les autres acteurs. On en prend, mais je veux dire, on crée aussi un autre business, quoi, avec ces 30% qui vendaient par eux-mêmes. C'est quoi aujourd'hui la moyenne des honoraires du coup chez Mogé? Nous, c'est 1,5% avec un minimum de 6 000 euros. Quel que soit le montant du bien. Ouais. Donc, ça veut dire que tout bien en dessous de 400 000 euros, on est sur un forfait à 6 000 euros. Tout bien au-dessus de 400 000 euros, on est à 1,5%. Ok. On a deux questions intéressantes à ce stade. Elles sont toutes intéressantes, mais je chope au vol par rapport à ce qu'on était en train de se dire. Pierrick qui nous dit, est-ce que vous avez un local pour l'équipe? Et si oui, à partir de quand avez-vous pris le local? Et est-ce une agence avec vitrine ou bureau? Vas-y, hein, ouais, non, on n'a pas de local pour l'équipe. Là, forcément, l'équipe grandit, donc il faudra peut-être qu'on se pose la question à un moment. Mais notre façon de fonctionner aujourd'hui, on part du principe qu'une agence physique avec un bureau, c'est pour avoir pignon sur rue. Et nous, où on est sur notre secteur, on n'en a pas forcément besoin. Et l'équipe, aujourd'hui, on arrive à trouver une bonne synergie. On se rencontre une fois par semaine pour faire des réunions d'équipe. Alors, aujourd'hui, ça se passe ici. Forcément, demain, si on grossit un petit peu plus, il faudra qu'on se pose des bonnes questions. Mais tout le monde y trouve son compte. Ça reste hyper convivial et c'est ce qu'on aime aussi voilà, dans la façon de fonctionner, quoi. Ok. Et on a Sébastien qui nous dit, je travaille en couple aussi. Pas trop de mal à décrocher du boulot le soir et le week-end et à parler d'autre chose. Ben, si, c'est clairement. compliqué. Mais après, on a la chance de pratiquer notre passion, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est impossible à faire si c'est pas simple de travailler. C'est-à-dire que si c'est pas trop contraignant, si on se dit pas, bah merde, il faut toujours, tiens, faut que je me mette au boulot ou autre. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, hein. Ça c'est sûr et certain. On est vraiment dedans à fond. Du matin au soir. Pour l'instant, ça pose pas de problème. C'est le jour où on se dira effectivement, bah merde, il faut qu'on mette des règles en place, en tout cas pour arrêter de parler boulot ou autre. Mais pour l'instant, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, je vis mon quotidien comme un jeu, hein, réellement. Hein. Donc ça m'embête pas. Et Hello, je sais pas si tu confirmeras. Non, mais enfin voilà, on adore ce qu'on fait. Et puis c'est vrai que si on pousse la discussion, en fait, les gens avec lesquels on s'entoure aujourd'hui, on revient encore sur l'état d'esprit, sur les valeurs. Ben, les conseillers, c'est des passionnés. On a créé des liens d'amitié aussi. On bosse avec deux courtiers et du coup, on est tous stimulés par ce qu'on fait parce qu'on a tous une vision entrepreneuriale aussi. Et oui, forcément, même si on se voit les week-ends, ça peut déborder sur le boulot, mais toujours dans une optique constructive et de se faire évoluer les uns les autres. Donc oui, on parle de notre métier, mais sur une prise de recul qui est détachée, pas du client A qu'on a rencontré et sur lequel le dossier avance pas, mais plus parce qu'on aime parler de ce qu'on fait aujourd'hui et de la vie, quoi. Donc, être entrepreneur, c'est avoir une petite musique dans la tête constamment, de toute façon. Ouais, c'est ça. Une petite mélodie derrière, ouais. Jean-Mathias nous dit sur le sujet des honoraires, du coup, il n'y a pas la reversion, enfin, entre guillemets, la quote-part du réseau de mandataires aussi, donc ça peut jouer ça peut réduire l'impact du fait que vous ayez changé le... Ouais, bah complètement, hein. Il y a ça, il y a le fait qu'on n'ait pas d'agence, puisqu'on n'en veut surtout pas, mais donc du coup, on a réduit quand même les frais de structure au maximum à ce niveau-là. Donc, forcément, le compte d'exploitation est plus simple.
Yes, créer un écosystème autour de votre binôme, nous dit Sébastien. Si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Philippe nous te pose question légitime. Est-ce viable de ne prendre que 1,5% d'honoraires quand il faut payer toutes les charges sociales, etc. Oui, mais Sur le volume. bah c'est ça en fait, il faut aller chercher du volume, hein, soyons clairs, mais pas au détriment de la qualité, et c'est ce qu'on arrive à faire. Après, c'est sûr que c'est un pari qui est assez dingue, hein, parce que tu pars, tu pars d'une certitude finalement de faire au moins, enfin, encore une fois, l'année d'avant, on avait fait 900 000 de chiffre, donc tu casses tout, quoi, hein. Tu te dis, ben voilà, là, faut que je vende plus pour avoir ça, et soyons clairs, en tout cas, on n'avait pas besoin des 900 000 aussi, parce qu'il y a ça quand même. Il y a ça, et c'est toujours pareil, de se poser la question de pourquoi tu fais ce métier, en fait, et qu'est-ce qui te motive. Et nous, la motivation, c'était pas systématiquement de, ben voilà, une fois que tu as fait 900, ben d'aller chercher le million, c'était pas ça l'objectif. C'est très clair. En attendant qu'on prenne d'autres commentaires ou questions, il nous reste 1 ou 2 minutes. Maxime, Élodie, je demande toujours si vous avez aux invités, s'ils ont une ressource à nous recommander, s'il y a un livre à recommander aux conseillers immobiliers qui nous écoutent. Tu as ça? Oui. Oui, il y en a. Il y en a. Moi, c'est pas un livre que j'ai lu dernièrement, mais il y a quelques temps, mais j'avais beaucoup aimé le livre de. C'est Keller, le livre rouge. Ouais, il est C'est ça. Ouais. Voilà, donc ça c'était très bien pour l'activité. Voilà. Il y a eu ton bouquin que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est pas pour te flatter. Il y avait le bouquin de Romain Cartier aussi que j'ai beaucoup aimé. Et puis là, en fait, ces derniers temps, moi, je lis plus des bouquins d'entrepreneurs, on va dire, parce que ce qui me botte aussi, c'est de savoir quel écosystème on peut présenter à nos conseillers, de savoir ce qui leur plaît, d'être plutôt novateur aussi à ce niveau-là. Moi, j'ai lu, parce que je me souviens jamais des titres, mais de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive, qui est vraiment un très Tu l'as là sous les yeux? Tac, tac. Montre-le, tiens, parce que celui-là, je ne le connais pas. La vérité sur ce qui nous motive. Ouais. Daniel Pink, ok. Ouais. Daniel Pink est un spécialiste américain, notamment de la vente, et qui revient beaucoup sur les leviers de motivation. Un gros travail sur les motivateurs intrinsèques, l'impact, l'apprentissage permanent, ce genre de choses. Et donc ça, c'est vraiment un super bouquin pour tout entrepreneur. Si vous avez des équipes, c'est aussi très, 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 très bien. Et mon prochain, tu vois, il vient d'arriver, mais c'est le why, quoi, de Sinek. Voilà. Start with why, Simon Sinek. Élodie, toi, tu as des ressources? Non, moi je suis moins branchée bouquin. Je vais lire des articles sur l'IMO un petit peu, mais ouais, celui qui lit à la maison, c'est Max. Ok. Il y a Olivier Casado qui nous demande si vous avez pensé à déposer la marque Les agences de papa et maman. On va y réfléchir. Ouais. Bon. Élodie, Maxime, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Allez, dernier commentaire pour tout le monde pour remercier Maxime et Élodie de leur présence ce matin. Mettez-nous un petit like sur le live. Si vous êtes en train d'écouter en podcast, mettez 5 notes au podcast et puis partagez-le. Je suis sûr que ça peut inspirer beaucoup de conseillers immobiliers. Sébastien vous propose d'écrire un livre avec vous sur l'immobilier en couple. Il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, en sachant que couple, là, on a parlé couple, mais il y a beaucoup de gens qui développent des activités immobilières en binôme. Je crois que c'est le cas de Philippe qui nous posait des questions, lui avec son fils, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, développer un business en binôme, ça peut avoir aussi beaucoup de sens, quel que soit le lien qui unit le binôme. Maxime et Élodie, merci infiniment pour les 48 minutes qu'on vient de passer ensemble. J'avais dit que ça passerait vite. On aura l'occasion de voir l'évolution de Mogé Immobilier. Vous aurez l'occasion de revenir bientôt, nous expliquer un petit peu comment tout ça évolue et nous partager un peu la vision pour le futur, parce que mon petit doigt me dit que ça ne va pas s'arrêter comme ça demain. Merci beaucoup, en tout cas, de votre partage ce matin. Merci à tout le monde, merci à toi, et puis à bientôt, et puis on se voit à Paris du coup. On se voit au Rennes. Passez tous une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain, 9h, pour un nouveau live de l'Expresso de Rassemblimo. Promis juré, d'ici là, j'aurai un invité. Et puis, pour ceux qui seront au Rennes à Paris, on aura l'occasion de se croiser. Passez tous une belle fin de journée, une belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut.